Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vous parle d'une période musicale qui a fortement influencé l'histoire de la musique occidentale, l'école de Notre-Dame. Lors d'un précédent épisode, je vous avais déjà parlé des paradoxes liés à la périodisation de l'histoire de la musique et notamment le fait que la durée du Moyen Âge équivaut à peu près à la durée de toutes les autres périodes suivantes. Cette assignation d'à peu près un millénaire de musique à l'étiquette Moyen Âge a évidemment un sens, il y a plusieurs points communs à tous ces siècles, notamment la prépondérance du chant grégorien dans la composition musicale, mais aussi la distinction qui est faite entre consonance et dissonance, ou encore un certain arrière-fond conceptuel qui fait du Moyen-Âge la civilisation du commentaire. Malgré tout, il y a des sous-périodes dans ce Moyen-Âge qui ont des différences extrêmement fortes l'une avec l'autre et qui sont extrêmement bien identifiées, par exemple l'Ars Nova français ou le Trecento italien ou encore l'école de Saint-Martial de Limoges. Il n'y a évidemment rien à voir entre ces différentes sous-périodes. Une des premières grandes écoles identifiables en tant que telles durant ce long Moyen-Âge est ce qu'on appelle l'école de Notre-Dame de Paris. C'est un immense sujet et je vais séparer son approche en 3 vidéos, donc celle-ci qui va parler du contexte global, la prochaine qui va parler des genres musicaux qu'on trouve durant cette période ou qui naissent durant cette période, et puis la troisième, elle va parler de la notation musicale qui est inventée durant cette période. L'école de Notre-Dame revêt une importance considérable dans l'évolution de la musique en Occident, notamment parce qu'elle a proposé, inventé ou popularisé de nouveaux genres, notamment l'organum, les clausules, le conduit et puis le motet, qui est vraiment une production de cette école. J'en parlerai dans la deuxième vidéo. À côté de ça, on a aussi un bouleversement des pratiques de notation extrêmement fort, puisque pour la première fois, on va pouvoir noter précisément les rythmes d'une composition, et ça, ce sera le sujet de ma troisième vidéo. Le nom de cette école provient évidemment du nom de la cathédrale du même nom, donc la cathédrale de Notre-Dame, qui est construite à Paris à partir de 1163. Cette construction s'insère évidemment dans un contexte plus large qui a débuté au début du XIIe siècle et qui voit le lancement d'innombrables chantiers de construction de cathédrales, essentiellement au nord de la France, avec ce qu'on appelle les cathédrales gothiques. On a les premiers exemples à Sens ou encore à Saint-Denis. Il s'agit d'un marqueur extrêmement fort des changements qui s'opèrent après le tournant du millénaire. On a notamment une urbanisation marquée, une sorte de premier exode rural des campagnes vers les villes, avec un développement très conséquent de la population de ces villes. Auparavant, la figure centrale des savoirs et de leur transmission était celle des monastères, avec un vaste réseau qui formait une grille sur à peu près toute l'Europe. C'est dans ces lieux que se propageait le savoir, notamment par l'entremise des moines copistes qui produisaient toute une série de livres qui circulaient d'un monastère à l'autre. À la fin du XIe siècle et au XIIe siècle, ces monastères déclinent progressivement au profit des écoles cathédrales, à savoir les écoles qui sont liées aux cathédrales des grandes villes naissantes. Parallèlement à ça, ou en conséquence de cela, on va trouver un clergé urbain qui devient de plus en plus fort, avec une hiérarchie extrêmement précise, à la tête duquel on va retrouver l'évêque. On va donc avoir une communauté de résidents dans des collèges ou des chapitres de cathédrales, avec à sa tête un scholasticus qui est donc le directeur de l'école, et puis aussi un precentor qui lui est le directeur de la musique. Au début du XIIIe siècle, Paris est une des villes les plus importantes d'Europe. C'est difficile à estimer sa population, mais les spécialistes s'accordent sur le chiffre de 200 000 habitants. Paris devient évidemment un centre marchand avec toute une série de confréries qui s'y installent, mais aussi un centre religieux avec des maisons des principaux ordres qui s'y établissent, à savoir notamment les franciscains et les dominicains. On y trouve plusieurs institutions musicales de tout premier plan, notamment l'abbaye augustinienne de Saint-Victor ou encore la
fameuse cathédrale de Notre-Dame, ou encore la collégiale de Sainte-Geneviève. Ces trois institutions forment évidemment des maîtres et des savants et vont mettre en commun leurs forces pour former l'université, la future université de Paris, qui sera la première au nord, puisqu'on trouve déjà au sud, en Italie, une autre université qui est celle de Bologne et qui est liée notamment à l'enseignement du droit canon. L'université grandit donc en parallèle de la construction de cette nouvelle cathédrale qui a été entreprise pour remplacer celle de Saint-Étienne juste à côté qui tombe en décrépitude depuis quelques décennies. C'est donc dans ce terreau fertile que va émerger cette nouvelle école de Notre-Dame. Il s'agit en réalité d'une conjonction entre à la fois un cadre universitaire qui va fournir des outils conceptuels et théoriques et puis un cadre ecclésiastique, à savoir les églises qui ont leur pratique musicale déjà bien avancée. C'est ainsi que naît cette fameuse école de Notre-Dame qui est marquée par une nouvelle pensée musicale mais aussi par un nouveau type de pièce et une nouvelle notation musicale. Si on regarde un tout petit peu plus en profondeur la musique qui s'y fait, on va parler évidemment de musique sacrée uniquement, la musique profane est laissée un tout petit peu de côté, à part à la fin de la période, mais j'y reviendrai. La base de cette musique, c'est évidemment le chant liturgique, qu'on appelle parfois le chant grégorien, et qui sert dans le cadre de la messe ou des offices, à savoir les vêpres, les matines, etc. On a des témoignages depuis de nombreux siècles de la pratique d'une polyphonie improvisée, notamment dès la fin du IXe siècle dans un traité qui s'appelle Musica Enchiriadis ou par d'autres personnages par la suite. C'est ce qu'on appelle l'organum primitif, à savoir un ensemble de règles, de procédures pour ajouter une deuxième voix sur un chant grégorien. C'est souvent des mouvements en parallèle, une voix suit la voix principale avec le même dessin mélodique mais à une hauteur un peu différente. On n'a encore pas vraiment de répertoire concret en dehors des exemples théoriques, mais ces premières traces écrites arrivent au début du XIIe siècle dans certaines régions qui ont produit une documentation. En réalité, c'est tout à fait probable que d'autres régions pratiquent cette chose-là, mais comme on n'a pas de documents aujourd'hui, c'est un tout petit peu compliqué de reconstruire cette histoire. N'oubliez jamais qu'on a évidemment une vision de l'histoire uniquement à travers les documents écrits qui nous sont parvenus jusqu'à aujourd'hui. Parmi ces régions qui pratiquent la polyphonie notée, on va avoir l'Aquitaine, c'est-à-dire grosso modo le sud-ouest de la France, avec comme centre Limoges et sa fameuse abbaye de Saint-Martial qui pratique l'organum fleuri. On trouve aussi dans la pointe nord-ouest de l'Espagne le fameux monastère de Saint-Jacques à Compostelle ou encore en Angleterre les monastères autour de Winchester. Ces polyphonies primitives qu'on trouve dans quelques manuscrits de l'époque sont très certainement aussi pratiquées à Paris. Mais ce qu'il y a de nouveau dans cette nouvelle façon parisienne, c'est l'envergure sans précédent de ces pièces, soit par le nombre de voix, puisqu'on peut aller jusqu'à 4 voix, soit par la durée, on a des pièces qui peuvent dépasser les 10 voire 13 minutes. On y trouve aussi l'influence universitaire, essentiellement via la scolastique, c'est-à-dire la façon d'y enseigner. Ça consiste essentiellement en argumentation, grâce à des commentaires des autorités, donc ça peut être les pères de l'Église ou encore d'autres autorités. La nouvelle voix dans le domaine de la musique est vue du coup comme un commentaire, comme une glose de l'autorité qui est ici en l'occurrence le chant grégorien. Dans ces œuvres de Notre-Dame, on va donc trouver toujours l'autorité, à savoir le chant grégorien qui est souvent traité en valeur longue, et puis au-dessus, le commentaire consiste en des immenses vocalises extrêmement virtuoses, extrêmement longues, qui sont tenues par des solistes. Je peux vous faire écouter ici un exemple de ce type de procédé. Il s'agit d'un Alléluia, donc grégorien, qui est tenu en notes longues, sur lesquels évoluent des mélismes, à savoir des vocalises sans texte faites par les solistes.
Alors, quel est le répertoire de Notre-Dame? On peut dire qu'il s'agit essentiellement de messes et d'offices, de parties polyphoniques de ces messes et de ces offices. On a ici une visée universaliste, à savoir que cette liturgie musicale s'adresse à de nombreuses églises plutôt qu'à une église en particulier. Là derrière, on trouve une idée qui est celle que les rois de France sont un soutien indéfectible de la papauté, notamment dans l'uniformisation du droit canon et de la liturgie. En ce sens, ils sont aidés notamment par l'ordre des franciscains qui est très actif à cette mission. L'uniformisation vient aussi du fait qu'on veut lutter à Rome contre de nombreuses hérésies. Pour ce qui concerne la France, on a notamment la célèbre croisade contre les albigeois. En ce sens, l'école de Notre-Dame se conforme aux règles éditées lors du 4e concile du Latran qui a lieu en 1215, donc juste durant notre période, et qui veut imposer la liturgie romaine au détriment des usages locaux particuliers. Donc à savoir, vous pouvez avoir un saint particulier qui est consacré dans une église locale et donc la liturgie autour de cette personne-là va être un peu plus amplifiée par rapport à ce qu'on pourrait faire à Rome notamment. Dans les préceptes énoncés au Latran, on a aussi cette idée que dans chaque église, on doit trouver un maître pour l'instruction des plus jeunes, donc tant l'instruction générale que l'instruction musicale. Cette volonté d'uniformiser la liturgie va se servir largement du rayonnement sans précédent de Paris et de sa nouvelle école musicale comme une sorte de phare pour les autres églises qui vont l'imiter. On a évidemment l'université, la nouvelle cathédrale et la nouvelle musique qui sont des modèles dans quasiment toute l'Europe de cette époque-là. Le répertoire qui nous est parvenu jusqu'à aujourd'hui est contenu dans 3 ou 4 grands manuscrits principaux qui sont des copies de ce qu'on appelle le Magnus Liber Organi, à savoir le grand livre des organes. Ce livre est organisé suivant le calendrier liturgique et puis il va essentiellement contenir des mises en polyphonie de chants qui contiennent beaucoup de vocalises, à savoir le graduel ou l'Alléluia par exemple. Ces parties polyphoniques extrêmement virtuoses sont chantées par des musiciens aguerris. Il y a un petit groupe de 2 à 6 solistes qui sont sélectionnés parmi les 16 chantres et qui sont réauditionnés chaque année. On a donc très probablement affaire ici à une chapelle musicale d'un excellent niveau, voire peut-être un des meilleurs niveaux d'Europe de ces années-là. Pour ces chanteurs triés sur le volet, ce type de polyphonie est évidemment l'occasion de montrer ses talents aux pairs. On a donc ici, dans ce cas précis, une abondance de pièces pour la période de Noël, donc la semaine qui s'écoule entre le 24 décembre et le 1er janvier. Alors la raison de cette abondance de pièces autour de Noël est simple, c'est que durant cette période-là, tous les chanoines sont présents au sein de la cathédrale pour une semaine. On a donc toute une série de fêtes qui sont attribuées à tel ou tel ordre. On a par exemple le 26 décembre qui est la Saint-Étienne, qui est le patron des diacres. Vous avez le 27 qui est la Saint-Jean l'évangéliste, qui est le saint patron des prêtres. Le 28 c'est les saints innocents qui sont les patrons des acolytes. Et le 1er janvier c'est la fête de la circoncision qui est dédiée aux sous-diacres. Pour ces occasions particulières, par exemple à Saint-Étienne, vous avez le Sederun Principes, qui est une des œuvres célèbres de cette école, qui a été composée, ou alors pour le 1er janvier, vous avez peut-être la pièce la plus fameuse de cette école, le Vinderun Omnes. À côté de ce temps de Noël, vous avez évidemment le temps de Pâques, qui est extrêmement important dans cette liturgie-là, ou alors toutes les fêtes liées à la Vierge Marie, puisque évidemment la cathédrale est dédiée à Notre-Dame, donc Marie. Je peux vous faire écouter ici une de ces pièces extrêmement riches en polyphonie, qui est justement ce fameux Organum quadrupla, donc à 4 voix, le Sederun Principes, écrit par Perrotin pour la Saint-Étienne. On sait que celle date probablement de 1198 ou 1199, puisqu'on a une lettre de Eudes de Sully, qui est l'évêque de Paris, qui donne un paiement pour un organum à 4 voix, qui peut donc être celui-là. Et puis Perrotin est mentionné ailleurs comme étant l'auteur de cette pièce.
fait écouter uniquement le début ici, puisque la pièce en entier dure entre 13 et 14 minutes suivant les versions. Vous voyez que ce type de pièce demande des chanteurs extrêmement bien formés. On va donc avoir une école pour former ces gens à ce type d'écriture. On a une longue tradition déjà à Paris avec Adam de Saint-Victor, Maître Albert ou encore Philippe le Chancelier, qui sont des musiciens connus de leur temps. On a en outre de nombreux étudiants étrangers qui viennent à Paris, à l'université, pour y apprendre le droit, la musique ou d'autres disciplines. On a notamment Jean de Salisbury, qui est un philosophe connu, qui vient étudier à Paris avec Pierre Abélard. Pour les musicologues, le plus célèbre de ces étudiants a un nom un peu paradoxal puisqu'il s'appelle Anonyme IV. Cette terminologie remonte au XIXe siècle avec les compilations, les anthologies de théoriciens faites par Edmond de Coussemaker, et il a simplement numéroté les auteurs anonymes. Donc ici, c'est le quatrième de sa liste. Ce fameux Anonyme IV est donc un étudiant anglais venu sur le continent pour apprendre cette nouvelle pratique et cette nouvelle notation, en prendre des notes et puis diffuser cet enseignement au sein de ses collègues confrères de retour en Angleterre. Il s'agit donc essentiellement de notes de cours. C'est dans ces notes qu'on trouve la mention des deux plus célèbres compositeurs de cette école, à savoir Léonin et Perrotin. Alors Léonin semble être un poète assez connu à l'époque, qui est chanoine à Notre-Dame. On a pu le situer assez bien. Pour Perrotin, c'est plus compliqué, on a peu d'informations. Certains ont pu penser qu'il pouvait s'agir d'un certain Pétrus, qui était sous-cantor à Notre-Dame au début du XIIIe siècle. Mais en réalité, on a peu d'informations et trop de personnes qui s'appellent Pétrus durant cette période. Anonyme IV établit cette hiérarchie qui va rester célèbre durant ces siècles, à savoir Léonin, qui est associé aux pièces à deux voix et qui est donc pour lui le meilleur compositeur d'organum, et puis Perrotin, qui est associé plutôt aux grandes œuvres à 3 et 4 voix, qui est, d'après lui encore, le meilleur compositeur des chants. J'en reparlerai évidemment dans la deuxième vidéo sur cette école. On aboutit ici à une vision chronologique entre des pièces à deux voix et par la suite des pièces à 4 voix, avec une première couche entre 1160 et 1190 et puis une deuxième couche entre 1190 et puis les années 1220-25. Cette vision chronologique a été remise en question dans les années 1980 et puis en réalité il serait tout à fait probable que Léonin ait pu écrire des pièces à 3 et 4 voix et Perrotin des pièces à seulement 2 voix. On a plutôt une distinction stylistique, une distinction de personne ou chronologique. Cette école est une des plus importantes de l'époque par sa diffusion et par son héritage. On a évidemment d'autres écoles locales, mais qui n'ont pas eu le même rayonnement. Cette nouvelle polyphonie parisienne va s'exporter dans de très nombreux endroits en France, dans les grandes cathédrales gothiques notamment. On en trouve à Beauvais, à Sens ou dans la cathédrale de Chartres. On retrouve aussi des fragments de ce répertoire, donc dans des fragments de manuscrits à travers toute l'Europe, en Angleterre, en Italie, en Espagne ou encore en Écosse. Il s'agit donc d'une importation de ce répertoire, mais aussi d'une composition dans ce style parisien, avec parfois des adaptations à la liturgie locale. En Espagne, on a notamment des manuscrits qui sont copiés à Tolède ou à Burgos, dans le fameux monastère Las Huelgas, avec des œuvres originales vraiment espagnoles, qui imitent évidemment le style parisien. En Écosse, dans une des versions, dans une des sources manuscrites du Magnus Liber Organi, on a deux pièces qui sont écrites pour Saint André, qui est donc le saint patron de l'école, et puis on a aussi de l'école, qui est donc le saint patron de l'Écosse. On y trouve aussi des polyphonies sur le Sanctus et l'Agnus Dei, donc des mouvements de la messe qui ne sont pas du tout traités en polyphonie à Paris. C'est donc ici une adaptation, une particularité vraiment locale. Autre point qui montre l'importance européenne de cette école, c'est l'adoption à peu près partout du nouveau genre du motet, qui deviendra le principal genre profane des XIIIe et XIVe siècles. On a aussi évidemment
évidemment d'autres genres qui sont adaptés, hein, donc l'organum, la clausule et le conduit, j'en parlerai dans ma prochaine vidéo. Et le troisième point, peut-être le plus primordial, qui a les conséquences les plus profondes sur l'histoire de la musique occidentale, c'est celui de la notation, puisque dans cette école-là, pour la première fois, on va fixer précisément la notation des durées rythmiques. Et ça, ce sera le sujet de ma troisième vidéo. Vous voyez donc qu'à partir de la conjonction de plusieurs éléments, à savoir l'urbanisation, le développement de l'université et puis la construction d'une nouvelle cathédrale, on a l'émergence d'une école qui va avoir un retentissement européen. Si vous voulez être au courant des prochaines vidéos et soutenir la chaîne, vous pouvez vous abonner. Je vous remercie de votre attention et vous dis à bientôt.